Chers élèves, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers amis invités, Monsieur le Président, chers membres du Conseil d'administration, chers collègues professeurs, chers élèves. C'est vraiment une grande joie de vous accueillir pour finalement la première utilisation de notre magnifique amphithéâtre et qu'on l'utilise pour la première fois pour une consultation citoyenne. Je trouve que c'est un symbole très fort et je m'en réjouis vraiment énormément. Pour accueillir nos ministres et nos invités, Charlotte, présidente du CVL, et Monsieur Oswald, professeur d'histoire-géographie, et je leur laisse sans plus tarder la parole pour une présentation et une introduction. Je vous souhaite à tous un excellent débat et je compte sur vos questions pertinentes pour faire vivre cet amphithéâtre de l'intelligence de la jeunesse. Madame la ministre des Affaires européennes, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs les administrateurs et membres de la direction du lycée, chers professeurs et à vous tous, chers élèves du lycée, en tant que vice-présidente du conseil de vie lycéenne, j'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui dans le nouvel amphithéâtre Jeanne Moreau de notre lycée. Alors que nous célébrons aujourd'hui l'inauguration de notre nouvel établissement, c'est avec joie et fierté que nous vous accueillons aujourd'hui pour une consultation citoyenne sur le thème de l'Union européenne. Situé au cœur de l'Europe, notre lycée accueille plus de 30 nationalités différentes. Chaque année, de nombreux projets pédagogiques sont tournés vers l'Europe et ses valeurs. Visite des institutions européennes à Luxembourg, Bruxelles ou Strasbourg, participation à des modèles de l'Union européenne à Luxembourg, à Stuttgart, à Strasbourg, rencontres avec des élus européens. Au CVL, nous participons chaque année à des regroupements des CVL de la Zénose à Stockholm en novembre dernier, ou bien de toute l'Europe comme à Budapest en mai 2017. Chaque année, les terminales qui quittent vos bancs partent faire leurs études en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne ou bien encore en Italie. Les Vaubanais sont des jeunes tournés vers l'Europe et ouverts sur le monde, fiers de leur appartenance à une école française au sein d'un pays lui-même cœur du continent. Merci à vous de nous faire l'honneur de votre présence, de votre expérience et de venir nous faire partager votre vision de l'Europe. Nous souhaitons que cet amphithéâtre soit à compter de ce jour un espace de découverte, de débat, d'information, mais aussi de culture et de joie. Et cela au service du plus grand nombre. Merci enfin à Monsieur Oswald, à qui je laisse la parole, de nous aider aujourd'hui à conduire ce débat. Bon après-midi à tous. Merci Charlotte. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette consultation citoyenne qui aura pour thème « Quelle est votre Europe ?» Brexit, montée des populismes, pression migratoire, relations avec la Russie de Poutine, avec les États-Unis de Trump, vous n'ignorez pas qu'à l'heure actuelle, des défis importants sont à relever à l'échelle européenne. Nous devons sans doute refonder l'Europe, en commençant par regarder sans tabou ce qu'elle est devenue, en échangeant sans préjugés sur ce qu'elle doit devenir. C'est dans cet esprit que le président Emmanuel Macron a proposé à l'ensemble des États membres de lancer des consultations citoyennes à l'échelle de l'Union européenne, avec un objectif, donner enfin la parole à ceux pour qui l'Europe est faite, c'est-à-dire vous. Et peu importe que vous aimiez l'Europe, que vous la critiquiez, ou qu'elle vous laisse indifférent, toutes les contributions seront utiles au débat. Aujourd'hui, en cette journée si particulière pour notre établissement, nous avons la chance et le privilège d'accueillir deux personnalités dont le quotidien est justement cette Europe, toujours à faire et à refaire. Madame Nathalie Loiseau, tout d'abord, ministre française, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des affaires européennes. Quelques mots pour vous présenter à notre auditoire. Donc vous avez mené une carrière de diplomate qui vous a emmené aux quatre coins du monde, Indonésie, Sénégal, Maroc, États-Unis. Vous avez été directrice de l'ENA, l'École nationale d'administration, de 2012 à 2017. Je tiens également à rappeler votre engagement extrêmement fort pour l'égalité femmes-hommes, qui doit constituer sans doute un grand chantier de l'Europe. Nous y reviendrons peut-être. Monsieur Jean Asselborn, ministre luxembourgeois, ministre des Affaires étrangères et européennes, ministre de l'Immigration et de l'Asile. J'aimerais également dire quelques mots de présentation à votre sujet.
Je tiens d'abord à souligner votre expérience de l'Europe, puisque vous êtes ministre des Affaires étrangères du Luxembourg depuis 2004, ce qui fait sans doute de vous le doyen des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, et vous donne la faculté, sans aucun doute, de remettre les évolutions actuelles dans toutes leurs perspectives. Il faut également évoquer vos convictions profondément européennes, que vous avez su toujours défendre, et en particulier au plus fort de la crise migratoire en 2016. Là aussi, peut-être, en reparlerons-nous. Les présentations étant faites, c'est à vous, Madame Loiseau, que je donne la parole. Je me lève pour vous voir un peu mieux. Du fond du fauteuil, on est surtout ébloui par les projecteurs. Monsieur le ministre, cher Jean, Madame la proviseure, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les enseignants et surtout, chers élèves. C'est un plaisir d'être ici à Luxembourg aujourd'hui, Luxembourg où je viens régulièrement pour des réunions du Conseil des affaires générales auxquelles je participe avec Jean Halselborn. Je confirme, c'est notre doyen et donc c'est notre sage à tous. Et en général, je fais l'aller-retour sans prendre le temps de voir vraiment Luxembourg et de discuter vraiment avec ceux qui y vivent. Donc c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui dans ce magnifique lycée qui sera inauguré tout à l'heure, d'être ici avec vous pour une consultation citoyenne sur l'Europe. Je vais commencer en vous racontant une histoire. Pas celle des pères fondateurs, pour le coup, je ne suis pas assez âgée pour le faire, mais enfin nous savons tous que l'Union européenne a commencé parce que des Français, des Allemands, des Belges, des Néerlandais, des Luxembourgeois avaient tellement souffert des conflits mondiaux qu'ils se sont dit plus jamais ça. Et qu'à quelques-uns, pour traduire ce plus jamais ça en quelque chose qui allait nous lier et nous empêcher de nous faire la guerre, ils ont inventé d'abord la communauté européenne du charbon et de l'acier, et puis petit à petit ce qui est notre Union européenne d'aujourd'hui. Pourquoi je rappelle ça? Les pères fondateurs, ils étaient peu nombreux, ils étaient imaginatifs, audacieux, déterminés, ils avaient un rêve, ils l'ont réalisé. En quelque sorte, c'était facile d'être pro-européen à ce moment-là. C'était tellement clair que plus personne ne voulait de la guerre. Très longtemps après, j'insiste sur le très longtemps après, est venue ma génération. Dans ma génération, c'était facile aussi. Et là, je vais vous raconter très brièvement mon histoire. Lorsque j'ai commencé mes études supérieures à Paris, à Sciences Po, après le bac, j'ai intégré une association de jeunes rêveurs, créatifs, déterminés et motivés. Nous avions une frustration, c'est d'entendre les dirigeants européens nous parler d'Europe en nous disant que l'Europe, c'était la paix et la prospérité. Et ils avaient l'air de ne pas se rendre compte qu'il y avait une moitié de l'Europe qui ne vivait pas dans la démocratie et qui ne vivait pas dans la prospérité. Et c'était l'Europe de l'Est, puisque c'était encore le temps du rideau de fer et le temps du mur de Berlin. Et nous étions jeunes, déterminés et rêveurs, et nous voulions inviter des jeunes étudiants, tchèques, hongrois, polonais, allemands de l'Est, à venir passer quelques jours ou quelques semaines à l'Ouest, travailler avec nous, étudier avec nous, s'amuser avec nous. Nous étions allés voir la Commission européenne, qui nous a accueillis, qui nous a écoutés et qui nous a aidés, qui nous a donné un peu d'argent pour ce projet. Ça a été très compliqué, mais quand on est jeune, on ne se laisse pas décourager. Puis ça a commencé à marcher. Et puis on a étendu ça à d'autres étudiants d'Europe de l'Ouest qui étaient intéressés aussi. On avait appelé ça les états généraux des étudiants européens. Et on prenait l'habitude d'organiser des voyages d'étudiants entre eux, d'une université européenne à l'autre pour quelques jours et quelques semaines. Et puis comme ça nous plaisait bien, on s'est dit qu'on pouvait faire mieux, plus longtemps. Et on est retourné voir la Commission européenne en disant: on ne pourrait pas monter un truc qui ferait qu'au moins un semestre dans les études,
on le passe ailleurs que dans son université et ailleurs que dans son pays d'origine. On nous a pris pour des doux rêveurs, et puis on a insisté, et puis on nous a écoutés, et puis ça a beaucoup discuté, et puis c'est devenu Erasmus. Et donc avec quelques jeunes rêveurs et déterminés, on pouvait inciter à la création du programme le plus populaire de l'Union européenne, celui dont ont bénéficié depuis 30 ans plus de 5 millions de jeunes Européens. Ça, c'était ma génération. Il fallait être à la fois rêveur et déterminé, mais c'était facile. Et puis on a vu tomber le rideau de fer, on a vu tomber le mur de Berlin, et finalement notre rêve d'une Europe unifiée s'est réalisé. La question qu'on a envie de vous poser aujourd'hui, quand on dit quelle est votre Europe, c'est quelle va être votre Europe, votre rêve, votre détermination. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir européen, que le projet européen, ça va être le vôtre? Ça a été dit, l'Europe est face à des très grands défis, un environnement international instable, imprévisible ou parfois trop prévisible, et puis des enjeux qui ne connaissent pas bien les frontières nationales. Le réchauffement climatique, le terrorisme, la révolution numérique, les migrations. Aucun de ces sujets ne sait ce que c'est qu'une frontière nationale. Et aucune politique nationale ne permet de le traiter efficacement. On a tous l'intuition que c'est ensemble, au niveau de l'Union européenne, qu'on doit être à la hauteur pour traiter ces enjeux-là. Mais pour les traiter, si on le fait pour les citoyens, il faut que nous, dirigeants européens, on le fasse avec les citoyens. Pendant trop longtemps, l'Europe a été une affaire de spécialistes, une affaire de gens enfermés à Luxembourg ou à Bruxelles pendant des heures dans une salle qui travaillaient pour le bien commun. Et de moins en moins, les Européens ont compris ce qui se passait à l'intérieur de cette salle et ce qu'on leur proposait. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a fait cette proposition de consultation citoyenne sur l'Europe. Et ça a été un grand plaisir de voir tous nos partenaires monter à bord, notamment le Luxembourg. Je sais que plusieurs consultations ont déjà eu lieu. Je suis sûre que d'autres auront lieu encore. Les 27 États membres de l'Union européenne, je mets évidemment le Royaume-Uni à part puisqu'il nous quitte, ont décidé de faire ces consultations citoyennes. La Commission européenne nous appuie, le Comité économique et social européen aussi, le Parlement européen. Tout le monde est à bord pour vous donner la parole. C'est-à-dire que partout puissent s'organiser des débats où c'est vous qui nous dites ce que vous comprenez ou ce que vous ne comprenez pas, et ce que vous attendez, ce que vous espérez de l'Europe. C'est vous qui nous dites et c'est nous qui vous écoutons. C'est un travail de paresseux que je me suis proposé. Ce n'est pas moi qui parle, c'est vous. Ce n'est pas moi qui organise. Partout à travers les territoires français, ce sont des associations, des maires, des entreprises, des chambres de commerce, des chambres des métiers, des lycées, des universités qui organisent le débat pour nous dire quelle est votre Europe. C'est pluraliste, ce n'est au profit d'aucun parti, ou plutôt c'est contre un parti que nous combattons tous, c'est l'abstention. L'année prochaine, il y aura des élections européennes et j'ai envie de vous dire, votez pour qui vous voulez, même si ce n'est pas tout à fait honnête, ce n'est pas exactement ce que je pense, mais votez pour qui vous voulez du moment que vous votez. Il n'est pas possible que les députés européens soient aussi mal élus. Il n'est pas possible que les jeunes Européens n'aillent pas dire aussi, au moment de voter, quelle est leur Europe, quelle est celle qu'ils souhaitent. Et nous avons des décisions de réforme, de refondation de l'Europe importantes à prendre, et nous avons envie de les prendre avec vous. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est pour ça que je suis venue, c'est pour ça que Jean Asselborn a consacré une partie de son temps qui est très contraint, je le sais, et je l'en remercie, pour avoir cette conversation avec vous tous. Alors, je vais lui passer la parole, et ensuite, c'est vous qui vous exprimerez. Merci à tous. Moi, je remercie d'abord, je pense, le lycée, ici, la direction du lycée, les étudiants, et puis aussi Nathalie Loiseau, de m'avoir invité. Enfin, nous sommes à Luxembourg, mais rien n'est évident en Europe pour l'instant. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette initiative du président français, on l'a effectivement repris à Luxembourg. Nous avons commencé nos consultations, même si c'est un peu... Enfin, ce n'est jamais facile,
mais nous avons pensé aussi avoir des consultations avec des commissaires comme Avramopoulos ou comme Timmermans, qui va venir le 2 pour clôturer, le 2 juillet pour clôturer. Bon, mon propos après cette introduction, qui à mon avis était très fondée, et je crois que vous l'avez tous compris, je voulais dire peut-être deux choses. La première, ce serait une faute politique capitale de cette génération si vraiment nous allions perdre cet esprit qui était à la base de la construction européenne après la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe est un projet de paix, ça c'est clair, mais c'est plus qu'un projet de paix. Je pense que nous avons, nous, femmes et hommes politiques qui sont là pour l'instant, nous avons l'obligation de transporter, de transplanter, enfin, si vous voulez, de transposer ce projet aussi dans le XXIe siècle. La première des choses. La deuxième chose, l'Europe, actuellement, ce n'est plus l'Europe que moi j'ai vécue en 2004, quand je suis devenu ministre. Bon, rien n'était facile à cette époque. Rappelez-vous, au début de l'année 2005, les Espagnols, ils ont voté presque à 70% lors du référendum pour le oui. Vous avez vu ce qui s'est passé au mois de mai en France, et puis 2005 et aussi aux Pays-Bas. Heureusement que le Luxembourg était là au mois de juillet. 56% des Luxembourgeois ont voté pour, mais 56%, ce n'est pas assez pour un pays comme le Luxembourg, qui doit, à mon avis, sa souveraineté aussi, son destin à l'intégration européenne, à l'existence de cette Europe. Donc, je pense que nous avons quelques problèmes, et pour moi, le problème fondamental aujourd'hui, c'est quand même qu'on oublie pourquoi cette Europe a été fondée. Pas uniquement pour éviter la guerre, comme je viens de le dire, évidemment c'est le principal, mais c'est que certains États, au début, ont mis leurs compétences ensemble pour faire un projet communautaire, quelque chose ensemble, dont les États seuls n'étaient pas capables de faire. Et si nous perdons, je crois que, pour être tout à fait clair avec vous, on va trouver des solutions sur tous les aspects de l'euro. On va trouver des solutions sur le Brexit. Mais j'ai peur que si on ne trouve pas une solution sur la mentalité d'agir aussi au futur ensemble, de respecter la solidarité politique et la responsabilité politique, de respecter les valeurs, parce que l'Europe, projet de paix, c'est un projet qui est basé sur des valeurs. Les valeurs que nous avons ancrées après la guerre dans la charte onusienne, mais aussi que nous avons ancrées dans le traité de Lisbonne, que nous avions ancrées dans des traités précédents. Donc, le respect des droits fondamentaux, le respect de la liberté de presse, le respect de l'indépendance de la justice, le respect de la séparation des pouvoirs. Vous savez qu'aujourd'hui, dans certains États de l'Union européenne, il y a des risques à ce sujet. Certains États de l'Union européenne, aujourd'hui, ne passeraient plus cet examen d'entrée qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les critères de Copenhague de 1993. Et ça, c'est assez grave. Et c'est pour ça que je pense que aussi le président français, quand il parle de sécurité, et il parle de solidarité, et il parle du respect des droits fondamentaux, de l'état de droit, que c'est très très important, et c'est ce que nous devons défendre. Et je pense que vous, en tant que jeunes, beaucoup d'entre vous vivront, je l'espère longtemps, dans ce siècle-ci. Et donc, je ne sais pas comment l'Europe se présentera 100 ans après la Deuxième Guerre mondiale, donc vers 2050. Peut-être qu'on aura fait un pas dans une direction beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, mais entre-temps, il faut qu'on respecte l'institutionnel, c'est clair, mais surtout, je le dis encore une fois pour terminer, les valeurs sur lesquelles l'Europe a été construite. Merci. Merci à vous.
Et la parole maintenant, bien, elle est à vous, jeunes gens, si quelqu'un désire s'exprimer, poser une question. Voilà. Allez, prenez votre courage à deux mains. Alors, bonjour, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Je voulais vous poser une question. Vous avez parlé d'États qui ne respectent plus la liberté de la presse et l'État de droit. Et j'ai entendu dire que vous envisagiez peut-être des sanctions au niveau européen. Mais est-ce qu'il serait peut-être question d'exclusion ? Vous aviez dit qu'il ne passerait plus le traité de Copenhague. Donc, est-ce qu'il pourrait être exclu de l'Union européenne ? On pense sans doute la même chose avec Jean, mais je vais aller très vite. L'idée, c'est pas de démarrer en disant ce qui ne nous plaît pas, on va l'exclure. Parce que quand vous dites qu'il y a des États qui ne respectent pas forcément les critères de Copenhague ou qui ne sont pas forcément très attentifs à l'état de droit, c'est des gouvernements, ce n'est pas forcément les populations. Nous, ce qu'on veut, c'est les ramener dans la famille européenne avec ce que ça veut dire, sans concession sur les grands principes, indépendance de la justice, liberté de la presse, séparation des pouvoirs, respect de l'état de droit, donc. Mais dans le dialogue, ce qu'on veut, c'est les convaincre. Alors, il y a dans le traité un article qui permet, le cas échéant, d'aller jusqu'à l'interdiction des droits de vote. Bon. Ce n'est pas un objectif en soi. Qu'est-ce qu'on aura gagné le jour où on se dira « Ah ben, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas le droit de voter ». Mais ils n'ont pas changé, ils ont cédé sur rien. Notre objectif, c'est un dialogue très exigeant, très précis. Et puis c'est aussi, et on est en train d'en discuter puisqu'on va travailler sur le prochain budget de l'Union européenne, c'est aussi un peu le nerf de la guerre. C'est aussi dire, écoutez, quand on sollicite l'appui financier de l'Union européenne, on doit confirmer qu'on est bien membre du club. On doit confirmer qu'on adhère bien aux mêmes valeurs. Parce que si on dérive, à ce moment-là, il ne faut pas rêver, on n'aura pas le même soutien financier de l'Union européenne. C'est ce que la Commission a proposé la semaine dernière dans son projet de budget. Ça correspond à une idée que nous portons. Ça va dans le bon sens. Alors, ça crée des désaccords. On va avoir une discussion qui sera sans doute assez musclée. Mais cette discussion, il faut l'avoir. On n'est pas juste un marché unique où les marchandises circulent sans entrave. On est bien plus que ça. Si on a décidé de ne pas se faire la guerre, c'est aussi qu'on a décidé de partager les mêmes valeurs. Et les pays qui ont rejoint des pays fondateurs comme le Luxembourg et la France, les pays de l'Est, ou la Grèce, ou le Portugal, ou l'Espagne, ils sortaient tous de dictature. Ce qui leur a donné envie de devenir européens, ce n'est pas le marché unique qui les a fait rêver. C'est retrouver la démocratie et les libertés. Et donc, ce qu'on doit à ces populations, c'est de rester ferme. Oui, évidemment, je partage tout. Peut-être deux aspects. Le premier, le manteau, disons, pour dire, OK, c'est pas si grave, on peut attendre, il faut voir. Ça, c'est dangereux. Il faut réagir. Parce qu'une fois l'état de droit cassé dans un État, et si l'état de droit est cassé dans un État, cela concerne 500 millions d'Européens. Ce n'est pas seulement les citoyens de cet État qui en souffriraient, mais c'est aussi l'image de l'Europe. Le Luxembourg, ça n'arrive pas souvent dans son histoire, était membre du Conseil de sécurité, donc j'ai dû faire une campagne. J'étais sur tous les continents. Et sur tous les continents, les hommes et les femmes que j'ai rencontrés m'ont dit « un jour, on veut arriver au même niveau que l'Union européenne en ce qui concerne l'état de droit, les droits de l'homme ». C'était, disons, dans les années 2008 jusqu'à 2010. En 2010, dans un État européen, cela a commencé à aller du mauvais côté. Et je ne parle pas maintenant d'un pays spécifiquement, mais je peux vous dire quand même, à part la Pologne, où il y a peut-être un tout petit espoir maintenant de trouver une solution entre la Commission et le gouvernement polonais, un tout petit embryonnaire, mais bon, il peut peut-être exister. Mais nous avons un autre pays où si ces lois, qu'on appelle les lois Soros, sont votées
Alors il faut s'imaginer que les gens qui sont volontaires pour aider les réfugiés dans ce pays, les ONG qui aident les réfugiés, sont criminalisés. Donc si tel serait le cas, on est quand même, non pas seulement sur un autre continent, mais aussi dans un autre siècle. Et là, je ne vois pas comment ne pas réagir. Et il faut réagir avec les moyens dont nous disposons. Je suis tout à fait d'accord avec Nathalie quand elle dit si un pays n'a plus le droit de vote, bon, et puis il ne va pas changer. Mais ne rien faire, surtout ne rien faire. Et aussi dans le cadre de ce que Nathalie a dit, donc des perspectives financières, moi je pense vraiment que la solidarité dans l'Union européenne, on ne peut pas la couper en tranches comme une saucisse. Il y a la solidarité évidemment matérielle, il y a la solidarité sur, par exemple, la sécurité, et il y a aussi la solidarité en ce qui concerne les charges de la migration, par exemple. Et on ne peut pas dire, moi je suis solidaire et je veux tout avoir en ce qui concerne tous les domaines, excepté celui peut-être de la migration, parce que ça ne me convient pas. Bon, non, ça n'ira pas, et l'Union européenne doit réagir, et je pense qu'elle va réagir. Un dernier mot là-dessus, Nathalie, je crois que tu es d'accord avec moi. Les gens qui étaient dans la Convention à la fin des années 90, début des années 2000, ils ne se sont pas imaginés qu'un jour l'Union européenne arriverait dans une telle situation telle que nous la connaissons maintenant. Et tout est basé sur l'unanimité, c'est clair. Un seul État peut tout bloquer, c'est clair. Mais alors, je pense qu'il faut se battre quand même avec d'autres moyens, pas seulement avec les moyens que nous donnent les traités, pour dénoncer des évolutions qui vont dans un sens à briser l'Europe. Une autre question ? Bonjour. Alors, lorsqu'on parle de l'Union européenne, il y a un discours qui revient tout de même assez souvent, c'est que la force de l'Union européenne réside dans l'union entre les États. Donc, d'où ma question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'Union européenne, enfin, d'Union européenne fédérale? Donc, par cette question, je veux dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre cela en place? Et aussi, quelles sont les limites? Et enfin, quel est votre avis? Merci. Bon, je crois que dans votre question, vous avez mentionné une fois l'Europe des nations, c'est ça? L'Europe des États, voilà, l'Europe des États. Et puis, vous avez parlé de fédération. Bien. Moi, je suis tout à fait honnête avec vous. On est dans l'année 2018. Vous, quand vous aurez mon âge, serait un peu plus avancé. Et je crois, Nathalie, vers l'an 2030, ou entre 2030 et 2040 peut-être, je crois que vos générations, et les générations même qui peut-être vont maintenant à l'école primaire, ils vont réfléchir. Et ils vont se dire, écoutez, peut-être, ou j'espère même, qu'on sera dans une situation où l'Europe ne sera plus à 28 comme maintenant, mais peut-être à 34, 35, parce que nous avons une obligation qui s'appelle les Balkans. En 2003, à Salonique, l'Union européenne a promis aux pays des Balkans d'être un jour membre de l'Union européenne. On a toujours cru en 2005 que ce serait le cas en 2015. Maintenant, on parle de 2025. Bon, il ne faut pas avancer les dates, parce que... Mais bon, je crois que si l'Europe se développe... cela devrait être possible parce que c'est notre jardin. Ce n'est pas le jardin des Chinois, ni des Russes, ni de l'Arabie saoudite ou de la Turquie. C'est notre jardin, donc il faut peut-être envisager ce cas. Alors, institutionnellement, je crois que Nathalie est d'accord avec moi, elle connaît beaucoup plus les rouages institutionnels que moi, en tant qu'homme politique, que j'étais toujours, mais... peut-être que le jour viendra où on va se dire en Europe, OK, on est ensemble, on veut rester ensemble, et pour être ensemble et rester ensemble, il faut pousser
fédéralisation, si vous voulez. Donc on aura un président, on aura un gouvernement, on aura un parlement. Mais bon, je arrête tout de suite ici parce qu'on n'est pas là. On n'est pas là. Cela va quand même se développer, je l'espère, dans un sens où l'intégration de l'Union européenne va faire des pas dans la bonne direction. Mais aujourd'hui, on a l'Europe telle qu'elle se présente. Et si en 2018, je crois, personnellement, je devrais dire en 2030 ou en 2040, on aura l'Europe fédérale, donc comme les États-Unis, une toute autre conception de l'Europe. Donc les États membres ne vont pas disparaître, ils resteront toujours, mais quand même sous une autre forme. C'est un peu risqué de le dire aujourd'hui, mais je pense, pour vous, le problème de faire ce pas sera moins difficile que pour la génération qui est née après la guerre ou même beaucoup d'années après la Deuxième Guerre mondiale. Je suis d'accord. Aujourd'hui, il y a des vraies résistances. Il y a des pays qui trouvent qu'on est déjà allé trop loin, qu'on a déjà donné trop de pouvoir et trop de compétences à l'Union européenne et qui auraient tendance à essayer de repartir en arrière. Pas que les pays de l'Est. Au prochain semestre, c'est l'Autriche qui va présider le Conseil de l'Union européenne. Elle trouve déjà qu'on est allé un peu loin. On a fait des pas de géant, en particulier pour ceux qui partagent une monnaie commune. C'était très loin d'être envisagé par les tout premiers Européens. Aujourd'hui, on est 19 à avoir la même monnaie. Ça a des implications. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus converger nos économies. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une gouvernance beaucoup plus unifiée, une supervision beaucoup plus unifiée. Tout ça, il y a encore des résistances, mais petit à petit, la réalité s'impose. Il y a des sujets, par exemple, sur lesquels on est très jaloux de nos compétences nationales. Je pense notamment aux questions de police, de lutte contre le terrorisme. Pendant très longtemps, on a considéré que, évidemment, c'était nos services de renseignement nationaux qui étaient les plus importants, nos polices nationales qui étaient compétentes, et que surtout, il ne fallait pas que l'Europe s'en mêle. Et puis, du côté du Parlement européen, que l'Europe se mêle de lutte contre le terrorisme, ça les chiffonnait aussi un petit peu, parce que est-ce qu'on n'allait pas sacrifier la liberté au détriment au profit de la sécurité? Voilà. Tout ça n'avançait pas. Aujourd'hui, on sent qu'il y a de plus en plus d'attentes. On nous dit même, mais qu'est-ce que l'Europe fait pour qu'on lutte mieux contre le terrorisme? Comment est-ce qu'il marche votre mandat d'arrêt européen? Il faut que ça progresse. Pourquoi pas un procureur européen pour la lutte contre le terrorisme? Ça, il y a 10 ans, c'était inimaginable. Moi, je ne suis pas pour dire soyons des fédéralistes idéologiques, parce que ça crée des clivages. Après, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et manifestement, on n'a pas beaucoup avancé. Mais je crois simplement que la nécessité fait loi. Petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a besoin de transférer certaines compétences. Petit à petit, on a vu le Parlement européen qui a pris plus de pouvoir qu'il n'en avait au départ. Pas encore exactement comme un Parlement national, mais il y a une tendance qui se fait patiemment. Après tout, l'Europe a 60 ans. C'est quand même très peu dans l'histoire du monde. Mais on est aussi face à des pays continents, les États-Unis, la Chine, l'Inde, quelque part la Russie. Et ce besoin de plus en plus d'intégration, il va se faire avec votre génération, je pense. Mais aujourd'hui, il y a encore des réticences fortes, c'est vrai. Une autre question ? Pour Madame Loiseau, alors, quelles sont les propositions de Monsieur Macron pour l'Europe ? Alors, Emmanuel Macron a fait notamment un discours à la Sorbonne le 26 septembre dernier. En sortant de son discours, il m'a dit « Ben voilà, moi j'ai terminé
à vous de mettre en œuvre, et si ça ne marche pas, c'est de votre faute. Et comme j'avais un petit peu travaillé à la préparation de ce discours, je savais qu'il y avait 70 propositions dedans. Donc je vais vous faire grâce des 70 propositions, parce que sinon, le discours a duré 2h30 et ma réponse pourrait durer 2h30. Il y a des propositions qui partent du pragmatisme. Là encore, ce n'est pas une vision idéologique de l'Europe qui va nous sauver de tous nos maux. On part de notre situation d'aujourd'hui et on se demande comment on peut faire pour l'améliorer. Jean a parlé des migrations tout à l'heure. Nous pensons qu'on a besoin d'une police européenne des frontières pour mieux contrôler nos frontières extérieures, parce qu'il y a un besoin et qu'aujourd'hui, ce besoin n'est pas satisfait. Toujours dans le domaine de la sécurité, mais dans celui de la sécurité civile. On voit tous les étés des incendies de forêt au Portugal, en Espagne, en France, en Italie. Et on voit qu'on est tout le temps à court de matériel pour lutter contre ces incendies de forêt. Alors on a déjà aujourd'hui un mécanisme qui permet de solliciter un autre État membre de l'Union européenne qui aurait du matériel, en particulier des avions bombardiers d'eau, qui pourrait les prêter. Simplement, le mécanisme d'aujourd'hui, il prend entre 3 et 5 jours pour être efficace. Alors quand vous avez des incendies qui battent leur plein, évidemment, c'est en heures que ça se compte. Donc nous, on propose une force européenne de protection civile pour avoir à la fois une connaissance et un mécanisme de déclenchement des capacités pour lutter contre les incendies ou contre les inondations ou contre toute forme de catastrophe naturelle qui soit mutualisée, qui aille plus vite. Ça, c'est quelque chose de très concret. Parlons du numérique. Là-dessus, on n'est pas toujours d'accord avec Jean. En tout cas, on considère, là, je crois qu'on est... Je sais. Et puis, il y a d'autres qui sont d'accord avec nous. Bon, bref, c'est en pleine discussion. On considère qu'aujourd'hui, l'Europe manque de champions du numérique. Les grands champions du numérique, ils sont américains et chinois. Et l'Europe a laissé passer déjà plusieurs épisodes de la révolution numérique. On considère qu'il faut ne pas rater le prochain. Ça veut dire qu'il faut investir massivement, qu'il faut rassembler de l'argent public et de l'argent privé pour rendre possible les innovations numériques qui feront qu'on sera dans la course. Donc on a proposé une agence européenne pour l'innovation de rupture. L'innovation de rupture, c'est celle qui va nous faire changer de modèle. Et ça veut dire qu'on investit à risque, qu'on soutient des inventeurs avec beaucoup de farfelus et quelques-uns qui ont une vision. Et donc, on est prêt à prendre des risques forts pour avoir le Steve Jobs de demain ou le Mark Zuckerberg un peu mieux régulé de demain. Un peu mieux régulé, c'est-à-dire que suivant la régulation européenne, ce qui s'est passé, là, le scandale de Facebook, à compter du 25 mai en Europe, c'est plus possible. On aura un règlement européen qui fera que vous pourrez décider de ce qu'on fait de vos données et qu'on ne pourra pas vous les pirater dans votre dos. L'Europe, c'est quand même... Quand on dit l'Europe, c'est trop de normes, bah oui, sauf quand les normes sont bonnes quand même. Et il arrive qu'elles soient bonnes. Donc on a proposé une agence pour mettre en commun de l'argent européen, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas la France seule ou le Luxembourg seul qui vont pouvoir créer un champion du numérique. On est évidemment favorable à une Europe de la défense. Ça commence, et c'est une vraie satisfaction parce qu'on a mis 60 ans à en discuter, et ça fait 6 mois qu'il commence à se passer quelque chose, à faire en sorte qu'on mutualise des efforts à la fois de recherche et de développement sur les matériels et sur les capacités de défense européens. Parce qu'on voit bien que même en étant membre de l'OTAN, notre sécurité doit pouvoir aussi se décider de manière autonome et de manière coordonnée. Parmi tous les projets en matière de coopération de défense, on est en train de lancer un projet de ce qu'on a appelé le Schengen militaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le Schengen militaire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, faire circuler des matériels militaires en Europe, c'était la croix et la bannière. On n'avait jamais rien fait pour faciliter
la circulation des matériels militaires à l'intérieur de l'Union européenne. Il était donc temps qu'on s'y mette. Autre projet qui vous concerne directement, tout ce qu'on fait en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, Erasmus existe, j'en ai parlé tout à l'heure. On pense qu'il faut doubler les crédits consacrés à Erasmus. C'est ce que propose la Commission et ça nous convient très bien. Le rendre possible, pas seulement pour les étudiants des filières généralistes, mais aussi pour les apprentis, par exemple. C'est possible en théorie, mais c'est compliqué en pratique. Il faut le développer. Et puis on veut aller plus loin, faire en sorte que la mobilité des étudiants, mais aussi des enseignants et des chercheurs, se traduise par des véritables universités européennes. Là encore, on est dans une concurrence mondiale. Si on veut les meilleurs étudiants faisant les meilleures études avec les meilleurs profs et la meilleure recherche, ce n'est pas en restant au niveau national qu'on va aller très loin. Donc ce qu'on propose, c'est des réseaux d'universités qui deviennent des universités européennes. Ce qui est intéressant sur cette proposition, c'est qu'on l'a lancée à la Sorbonne le 26 septembre 2017 et qu'aujourd'hui, partout à travers l'Europe, les universités s'en emparent, discutent entre elles, font des propositions qu'elles vont nous soumettre. C'est la preuve qu'il y avait un besoin. Là encore, ce n'est pas de l'idéologie, ça part de la réalité, de ce qu'on sait faire et de ce qui nous manque, et on essaye d'aller vers ce qui nous manque. Alors après, il y a les propositions sur la zone euro. On a la chance d'avoir la même monnaie à 19. Le problème, c'est qu'on n'a pas la même économie. Donc il faut renforcer la convergence de nos économies. Il faut faire en sorte qu'on ait une circulation des capitaux beaucoup plus fluide entre nos pays. Et puis, il faut certainement avoir des instruments plus efficaces en cas de crise. On a vécu une crise très forte. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en est sorti, que tous ceux qui nous ont dit que la zone euro allait exploser se sont trompés. Mais on s'est sorti au prix de temps perdu, d'argent perdu, de sacrifices très durs pour les populations concernées. Il faut qu'en ce moment où les choses se passent bien, on se prépare mieux pour la prochaine crise. Voilà, j'ai été très longue et pourtant j'ai été très vite parce qu'il y a beaucoup de propositions. Mais si je devais ne retenir que quelques-unes, c'est celles dont je vous ai parlé. Le temps passe, mais justement, et ce serait peut-être une bonne manière de conclure, peut-être qu'on peut demander à M. Hasselborn comment, du côté luxembourgeois, on voit justement l'impulsion nouvelle que tente de donner le président Macron au projet européen. Oui, écoutez, on n'a pas de Sorbonne et pas de président. Mais, pour être sérieux, je voudrais vous dire, je crois qu'il n'y a pas énormément de nuances entre ce que le président Macron a dit et nos positions et ce que Nathalie vient d'exposer et les miennes personnellement. Je voudrais peut-être esquisser deux choses. La première, tu sais bien, on est francophone à Luxembourg. Notre langue est un peu plus germanophone. Et la politique non francophone mais germanophone, elle nous intéresse aussi. Parfois, oui. Bon. Alors, ce que moi j'espère, monsieur, c'est qu'en Allemagne, il y ait une réaction qui ne soit pas basée sur le blocage. Bon, je crois que vous me comprenez un peu. En ce qui concerne l'euro, c'est le moment d'y aller parce que nous sommes dans une phase économique faste. Ça ne revient pas tous les jours. Donc il faudrait que ça se développe un peu plus et que le Deutsche Steuerzahler devienne, c'est celui qui paye les impôts en Allemagne, donc devient peut-être un peu plus, je ne dis pas humble, mais un peu plus moins exigeant. Hein. Alors, est-ce que pour un luxembourgeois, mais je crois aussi pour beaucoup d'autres pays dans l'Union européenne, on attend ce que l'Allemagne va faire avec les propositions du président Macron, du président Juncker, président de la Commission, qui sont sur la table pour qu'on puisse aller de l'avant. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, Nathalie, je voudrais dire, et tu sais très bien, si on fait une analyse de l'élection en Italie, il y a eu deux phénomènes très importants. La non-solidarité en ce qui concerne la migration et aussi la situation économique.
Et donc, en Espagne, en Italie, dans d'autres pays, on parle de générations perdues. C'est-à-dire des gens qui ont effectué, qui, comme vous, étiez à l'école, à l'université, même un diplôme, et puis pas de perspective. Et là, ils espèrent que l'Europe puisse leur offrir, enfin, pas seulement offrir, mais puisse être un moyen d'avoir une autre perspective pour la vie que celle qui est uniquement nationale. Et c'est pour cela que l'Europe sociale, et je ne le dis pas parce que je suis peut-être encore un des derniers socialistes dans l'Union européenne, mais je voulais seulement dire que l'Europe sociale, c'est quelque chose qui, à mon avis, va être déterminant aussi pour l'avenir de l'Europe. Et c'est pour cela que, bon, à part toutes ces propositions qui sont sur la table, il faut avancer, il faut que le débat ait lieu. Et j'espère vraiment, et avec Nathalie, que lors des prochaines élections européennes, tout le débat ne soit pas ancré sur comment casser l'Europe, comment ne pas trouver une solution pour la migration, comment amplifier encore ces paroles opportunistes ou ces paroles donc, oui, nationalistes. Nous sommes au Luxembourg dans un espace assez réduit, comme vous le savez, et aussi quant au nombre de la population, mais nous avons deux oreilles. Nous entendons cet AfD en Allemagne et nous écoutons aussi ce qui se passe de votre côté, donc du côté Le Pen. Et ça nous fait peur parfois. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, mais il faut avoir l'énergie, je pense, et aussi le caractère et la mentalité, pas seulement les politiques, les femmes ou les hommes politiques, mais vous aussi, pour défendre nos valeurs. Voilà, merci beaucoup. Bien. Et nous avons, je pense, pu voir que le projet européen est affaire de débat, affaire de pédagogie aussi, hein, et affaire de conviction et de valeurs. Donc je tiens à adresser un grand merci aux élèves pour la pertinence de leurs questions et de leurs interrogations. Et je pense que vous l'avez bien compris, c'est à vous d'être maintenant les porteurs de ce projet européen, maintenant et dans les années et les décennies qui viennent. Merci également aux professeurs qui les ont accompagnés. Un grand merci enfin à Madame le ministre et à Monsieur le ministre qui ont accepté de venir échanger avec nous dans ce jour si particulier pour notre établissement.